Bonjour, cette vidéo est destinée aux étudiants de médecine de 5e année, module de néphrologie. Aujourd'hui, on va parler des anomalies du bilan de l'eau et du sodium. Les anomalies du bilan de l'eau et de sodium comprennent tous les états de déshydratation extra- et intracellulaire, les états d'hyperhydratation extra- et intracellulaire, ainsi que les dysnatrémies. La répartition de l'eau au niveau de l'organisme. L'eau, c'est le composant le plus abondant dans notre organisme. Chez une personne qui pèse 70 kg, elle représente 60% de son poids total. Le contenu d'eau varie d'une personne à l'autre selon l'âge, le sexe, la maigreur, l'obésité de la personne. Cette eau est répartie en deux compartiments liquidiens. Donc, on a le compartiment intracellulaire et le compartiment extracellulaire, le plasma, la lymphe et le liquide interstitiel. Le pourcentage de répartition de l'eau totale est 60% dans les différents compartiments. Il est de 40% dans le compartiment intracellulaire, donc soit les 2/3. Il est de 20% dans le compartiment extracellulaire, soit les 1/3. Donc 15% dans le milieu interstitiel et 5% dans le milieu plasmatique. Le mouvement d'eau transcellulaire suit les variations de l'osmolarité. Ici, on voit que l'apport de l'alimentation, il est de 100 à 200 millimoles par jour. Donc, le bilan doit rester nul, c'est-à-dire une égalité entre les apports et les sorties. Les sorties, donc, sont généralement de 100 à 200 millimoles par jour. L'osmolarité plasmatique, elle dépend principalement de la natrémie, qui représente presque la moitié du nombre d'osmoles total dans le plasma, 140 millimoles par litre. Si on veut calculer rapidement l'osmolarité, il suffit de doubler la valeur de 140 et donc on aura 280 milliosmoles par litre. Nous allons commencer par la déshydratation extracellulaire. La déshydratation extracellulaire, elle dépend du volume, donc du milieu extracellulaire. Le volume du milieu est déterminé par le contenu et non la concentration en sodium extracellulaire. Donc, on aura une diminution du volume du milieu extracellulaire, ce qui veut dire une diminution du capital sodé et donc le bilan sera négatif. La diminution du volume dans le territoire extracellulaire se manifeste donc par une perte nette de sodium accompagnée d'une perte d'eau de manière équivalente ou compensatrice. Ceci aboutira à un état de déshydratation isolé. La natrémie, elle est donc normale, elle ne bouge pas au début. Donc, il n'y aura pas de modification de l'osmolarité, donc il n'y aura pas de modification dans le secteur intracellulaire. Il faut savoir que pour qu'il y ait des modifications et passage d'eau du milieu intra vers le milieu extracellulaire, il faut qu'il y ait une modification de l'osmolarité. Donc, ce n'est pas le cas. La déshydratation extracellulaire se manifeste cliniquement par une hypotension artérielle orthostatique, une tachycardie. L'état de choc peut se voir dans les états de perte importante au-delà de 30%. On peut avoir un aplatissement des veines superficielles. L'oligurie et la concentration des urines se voient dans les pertes extra-rénales. On va avoir aussi une perte de poids, un pli cutané, surtout chez les enfants. On peut avoir une soif, mais habituellement, c'est un signe de déshydratation extracellulaire. Les yeux peuvent être enfoncés, cernés, avec une hypotonie des globes oculaires. La sécheresse de la peau et surtout une baisse de la pression veineuse centrale. Les signes biologiques de la déshydratation extracellulaire sont des signes d'hémoconcentration, c'est-à-dire on va avoir une augmentation de la protidémie au-delà de 75 grammes par litre, une augmentation de l'hématocrite au-delà de 50%. Les signes d'insuffisance rénale fonctionnelle
secondaires à l'hypovolémie vont se voir, c'est-à-dire on aura une augmentation de l'urée plasmatique par rapport à la créatinine, une augmentation de l'uricémie et surtout une alcalose métabolique de contraction. Les marqueurs urinaires dans les pertes extrarénales sont l'oligurie associée à la déshydratation, qui traduit une réponse rénale adaptée. La densité urinaire va être toujours très élevée, avec une natriurèse qui est très basse, inférieure à 20 milliequivalents, quelle que soit la natrémie, ce qui traduit une rétention sodée importante. Le pH urinaire est inférieur à 5,5 et l'osmolarité des urines doit être élevée, supérieure à 1400 milliosmoles, qui traduit un état de concentration des urines. Quelles sont les causes de déshydratation extracellulaire? D'abord, on va commencer par les pertes extrarénales. Dans le cas où les pertes sont extrarénales, la natriurèse, elle est adaptée, c'est-à-dire que le rein va se comporter normalement. Il va concentrer les urines et il va augmenter la rétention sodée. Donc, la natriurèse va être inférieure à 20 millimoles. Les pertes en eau fécale sont faibles normalement chez l'adulte en bonne santé, environ 200 ml par jour dans les conditions normales. Mais cette quantité, elle peut augmenter considérablement en cas de diarrhée et elle peut atteindre 5 à 8 fois plus que la normale chez les nourrissons. On peut aussi avoir les vomissements qui peuvent engendrer des pertes importantes. Les pertes cutanées, ce sont surtout les brûlures étendues ou bien l'hypersudation qui peut atteindre plusieurs litres par jour en cas d'activité physique intense. De température ambiante aussi élevée ou bien aussi quand il y a le taux d'humidité qui est élevé. L'aspiration gastrique aussi peut engendrer des pertes extrarénales importantes. Les autres causes de déshydratation extracellulaire sont d'origine rénale. Dans ce cas, la natriurèse est inadaptée. Elle est supérieure à 20 millimoles par litre. Ce sont les situations de néphrite tubulo-interstitielle chronique où on va avoir une dysfonction tubulaire qui concerne surtout les fonctions de réabsorption tubulaire. On va avoir une acidose donc secondaire, une glycosurie, une polyurie et la natriurèse avec une perte obligatoire de sel. Et on va aussi avoir une aminoacidurie. Dans le cas de l'hypercalcémie, il va y avoir une déshydratation secondaire au syndrome polyuropolydipsique. L'atteinte du mécanisme de concentration rénale induit une polyurie de l'ordre de 3 à 4 litres par jour, avec nicturie et polydipsie. Ça s'explique par une réduction de la sensibilité du tube rénal à l'action de l'ADH ou vasopressine en raison d'une hypercalcémie. Le traitement, bien sûr, c'est toujours l'hydratation et le traitement de l'étiologie. Dans l'insuffisance rénale chronique, on peut avoir une déshydratation extracellulaire quand on associe le régime sans sel important. Le syndrome de levée d'obstacle est une polyurie massive faisant suite au traitement d'une insuffisance rénale obstructive. Les mécanismes physiopathologiques sont multiples, c'est-à-dire un état de surcharge hydrique qui dépend du caractère complet ou incomplet de l'obstacle. On peut avoir aussi des anomalies tubulaires, c'est-à-dire une atteinte de la capacité de dilution et de concentration des urines, une diminution de la réabsorption du sodium, des fuites de potassium, des troubles de l'acidification des urines, ainsi qu'une insensibilité des cellules tubulaires à l'ADH. Il y a d'autres facteurs biochimiques ou immunologiques qui peuvent être mis en jeu. La levée d'un obstacle nécessite une surveillance clinique et biologique stricte. La diurèse horaire, l'état hémodynamique, l'état d'hydratation, le bilan rénal et l'ionogramme sanguin doivent être surveillés de près. Le traitement de cette polyurie, il a pour but d'éviter les troubles hémodynamiques et métaboliques graves qui peuvent s'installer. Il repose sur le principe
de la compensation des pertes hydroélectrolytiques. La polyurie osmotique. Le volume d'urine peut varier dans ce cas-là. Il peut aller de 500 ml à plusieurs litres par jour. C'est le cas du diabète sucré mal équilibré. Dans l'insuffisance surrénale aiguë, il y a un déficit de cortisol et d'aldostérone. Ceci va entraîner l'apparition d'une fièvre, d'une anorexie, de douleurs abdominales, d'une asthénie avec hypotension qui peut aller jusqu'au collapsus. Sur le plan biologique, on va avoir une hyponatrémie, une hyperkaliémie, une élévation de l'urée, une hypoglycémie. L'hyponatrémie, bien sûr, c'est par perte de sel. Les diurétiques peuvent aussi engendrer donc des pertes rénales par leur mécanisme, bien sûr, physiologique. On a aussi la formation d'un troisième secteur qui peut entraîner une déshydratation extracellulaire, telle que la péritonite. Le périton va se défendre par une exsudation d'un liquide sérofibruneux et donc constituer un troisième secteur qui peut aller jusqu'au collapsus cardiovasculaire par choc septique et par hypovolémie. L'insuffisance rénale est généralement liée à l'hypovolémie. Dans la pancréatite aiguë, il va y avoir un iléus paralytique qui entraîne un syndrome occlusif. Les occlusions peuvent être secondaires à l'iléus paralytique par pancréatite ou par péritonite, ainsi qu'à un iléus mécanique par bride ou par obstruction. Le diagnostic étiologique d'une déshydratation extracellulaire, bien sûr, il faut voir le contexte de survenue, l'interrogatoire, l'examen clinique. Quels sont les examens biologiques qui peuvent être simples? L'osmolarité plasmatique et urinaire, la natriurèse. Les examens biologiques, bien sûr, en fonction du contexte et de l'étiologie. Une formule sanguine, le taux de plaquettes, les examens microbiologiques, le CBU, les hémocultures, les coprocultures et la recherche de virus, ainsi qu'une ponction lombaire. Le traitement symptomatique dans le cadre d'une déshydratation extracellulaire pure, c'est-à-dire par l'apport oral ou d'une solution hydrosodée isotonique intraveineuse telle que le NaCl à 0,9%, selon le déficit extracellulaire qui peut être estimé par cette formule. La perte de poids de 1 kg équivaut à la compensation de 1 litre. En cas de collapsus hémodynamique, le remplissage se fait rapidement par transfusion ou bien d'une soluté colloïde avant de rétablir l'apport en NaCl. Il ne faut pas oublier la deuxième partie du traitement, c'est-à-dire le traitement étiologique. On peut faire de la prévention en faisant très attention aux diurétiques quand ils sont associés au régime sans sel, surtout chez les sujets âgés. Et surtout, pas de régime sans sel dans les néphropathies, perte de sel ou dans la insuffisance surrénale aiguë. On va voir maintenant l'hyperhydratation extracellulaire. Toujours, il faut rappeler que le volume du compartiment extracellulaire est déterminé par le contenu en sodium et non pas la concentration en sodium extracellulaire. Dans ce cas-là, on aura une augmentation du volume du compartiment extracellulaire et donc on aura une augmentation du contenu en sodium et le bilan sodé devient positif. La majorité du temps, ça va s'exprimer par l'apparition d'œdème généralisé. L'augmentation de la pression hydrostatique entraîne une rétention de sel et d'eau de manière équivalente, c'est-à-dire ça va aboutir à une hyperhydratation extracellulaire isolée. L'osmolarité, dans ce cas, elle reste normale, elle ne bouge pas. Dans le deuxième cas, on peut avoir une diminution de la pression oncotique intracapillaire par diminution de la protidémie, entraînant le passage d'eau et de sel dans le secteur interstitiel. L'hypovolémie efficace induite va engendrer un hyperaldostéronisme secondaire, d'où la rétention d'eau et de sel.
Ce qui est important, c'est que la rétention de sel et d'eau, elle est équivalente. C'est pour ça qu'on n'aura pas une mobilité ni de changement au niveau de l'osmolarité, donc il n'y aura pas de mouvement d'eau dans le secteur intracellulaire. L'échange de fluide entre le plasma et l'interstitium est déterminé par la pression hydrostatique et la pression oncotique dans chacun des compartiments. La relation entre ces paramètres peut être expliquée par la loi de Starling. Dans l'extrémité artérielle, la pression hydrostatique élevée, supérieure à la pression oncotique, va favoriser la filtration du liquide vers l'espace interstitiel. Alors que dans l'extrémité veineuse, la pression hydrostatique, qui est plus basse que la pression oncotique, va permettre une réabsorption du liquide, donc du milieu interstitiel vers le sang. Les capillaires lymphatiques, ils captent l'excès de fluide dans l'espace interstitiel et vont jouer un rôle crucial dans le retour des fluides dans le système circulatoire et dans la prévention des œdèmes. Un déséquilibre dans ces pressions peut entraîner donc l'accumulation de fluide dans les tissus, causant l'apparition d'un œdème, soit une augmentation de la pression hydrostatique capillaire, soit une augmentation de la perméabilité capillaire par anomalie de la membrane, soit une élévation de la pression hydrostatique interstitielle. L'état œdémateux généralisé se manifeste par la prise de poids au-delà de 3 kg, avec apparition d'œdème généralisé périphérique et déclive qui sont blancs, mous et indolores avec un godet positif. Ça peut aller jusqu'à l'état d'anasarque avec épanchement des séreuses et surcharge du secteur vasculaire. Le surcharge du secteur vasculaire peut entraîner un tableau d'insuffisance cardiaque avec œdème pulmonaire cardiogénique le plus fréquent provoqué par une augmentation de la pression hydrostatique dans les capillaires pulmonaires. Donc, on aura une élévation de la pression artérielle de la PVC avec turgescence des veines jugulaires, l'apparition d'une dyspnée, d'une polypnée avec orthopnée, avec même des râles crépitants et tachycardie. L'état donc du secteur vasculaire est très variable selon les étiologies et également selon le stade de gravité de l'étiologie. Donc, on peut avoir une hypertension artérielle avec un OAP dans le cas d'hypervolémie, comme on peut avoir une hypotension avec insuffisance rénale aiguë fonctionnelle en cas d'hypovolémie efficace. Les œdèmes peuvent être localisés. Donc, on a soit une obstruction veineuse par augmentation de la pression hydrostatique sanguine, soit une augmentation de la perméabilité capillaire, soit une obstruction lymphatique. On commence par le lymphœdème. Le lymphœdème, c'est une augmentation de la pression hydrostatique interstitielle par obstruction lymphatique. Soit la cause est une métastase ganglionnaire, soit par une compression d'une néoplasie pelvienne ou bien d'une chirurgie locale ou pelvienne ou aortique, ou bien secondaire à une radiothérapie, même si elle est ancienne. Ça peut être aussi secondaire à un traumatisme du membre inférieur ou à une maladie telle que la filariose. C'est un œdème unilatéral qui garde le godet, mais il est très dur, sauf au début, avec d'installations parfois rapides. Le facteur précipitant n'est pas spécifique, souvent c'est l'interrogatoire. Les orteils sont souvent touchés avec une jambe pâle et il est rarement héréditaire. La cellulite doit être prévenue parce qu'il y a un cercle vicieux. Donc l'eau dans le sang va stagner et la pression veineuse va augmenter. On a un autre état d'œdème localisé, c'est l'hypothyroïdie qui peut être due à une augmentation
de la pression hydrostatique interstitielle capillaire. L'augmentation de la perméabilité capillaire peut se voir quand il y a une inflammation locale, soit par une infection telle que l'érysipèle, une piqûre d'insecte, un traumatisme ou bien une réaction allergique. L'obstruction veineuse par thrombophlébite ou par maladie variqueuse, c'est le syndrome post-phlébitique, qui est surtout dû à une incompétence valvulaire que par une obstruction. Les valves sont incompétentes, favorisent la stase veineuse et la constitution d'une phlébite avec augmentation de la pression en amont de l'obstacle. Les œdèmes généralisés par une diminution de la pression oncotique. Dans ce cas, on aura un volume plasmatique normal. Ce sont les pertes protidiques telles que le syndrome néphrotique, les pertes protidiques par l'intestin et par la peau, ce sont les entéropathies exsudatives. Le transsudat, il contient un faible taux de protéines. C'est un liquide hypotonique qui résulte d'une augmentation de la pression hydrostatique ou d'une diminution de la pression oncotique dans les vaisseaux sanguins. L'exsudat, il contient beaucoup de protéines. La membrane, elle devient perméable et permet le passage de ces grosses molécules. Le deuxième cause, c'est la diminution des apports ou la dénutrition. Le diagnostic de dénutrition, il repose sur l'association des critères phénotypiques et de critères étiologiques. Il faut savoir que le seuil de dénutrition selon l'IMC, l'indice de masse corporelle, il est plus élevé. Il est aux alentours de 22 chez la personne au-delà de 70 ans. L'albuminémie n'est pas un critère diagnostique, c'est un critère de sévérité de la dénutrition. Une fois que le diagnostic de dénutrition est établi, la sévérité de la dénutrition est établie selon les seuils d'indice de masse corporelle ou de pourcentage de perte de poids ou d'albuminémie. La diminution de synthèse d'albumine peut se voir dans les hépatopathies chroniques avec insuffisance hépatocellulaire. Les œdèmes généralisés par augmentation de la pression hydrostatique, dans ce cas, on aura une augmentation du volume plasmatique par rétention de sodium. Le premier cas, on commence par l'insuffisance cardiaque congestive. Le cœur ne parvient plus à pomper la quantité suffisante de sang dans tout le corps. Le volume de sang pompé donc est réduit. Il y aura une hypertrophie du cœur, souvent associée parce qu'il va faire un effort accru et donc automatiquement il y aura une stase au niveau des veines pulmonaires, congestion de la poitrine, accumulation de liquide qui va provoquer un œdème et une dyspnée. L'œdème va résulter donc de la rétention du liquide par augmentation de la pression dans les capillaires sanguins. Les néphropathies glomérulaires et même dans le cas d'insuffisance rénale chronique. Les œdèmes sont francs au stade préterminal de l'insuffisance rénale chronique par une dérégulation de la balance hydrosodée. C'est plus précocement, ça peut survenir dans les maladies glomérulaires et vasculaires quand il y a surtout une atteinte veineuse et artérielle associée des membres. Dans les néphropathies glomérulaires aiguës, il y a la théorie de l'excès de remplissage, un excès primaire de réabsorption distale du sodium serait responsable de la positivité du bilan de sodium. La théorie n'est pas prouvée, mais elle permet de comprendre l'efficacité des diurétiques distaux tels que l'amyloride. Au cours de certaines insuffisances rénales sévères, le bilan sodé devient positif. Dans l'IRA sévère oligo-anurique, on va avoir des constitutions d'œdème, parfois majorées par des apports excessifs de sodium et d'eau. L'aldostérone, donc, il va avoir une réponse précoce par augmentation du temps d'ouverture de la pompe NK-ATPase
augmentation de la capacité de la NAK+ ATPase, il va augmenter l'absorption de sodium et la sécrétion du potassium. En même temps, il va avoir une synthèse secondaire de nouveaux canaux NAK qui vont augmenter le taux d'absorption du sodium et de sécrétion du potassium. Les apports excessifs iatrogènes, tels que les médicaments vasodilatateurs, peuvent engendrer aussi une hyperhydratation. Ce sont les anticalciques, les AINS. Et donc, on peut avoir une hyperhydratation dans ces cas-là. Dans l'état de grossesse, on peut avoir une rétention hydrosodée due aux œstrogènes et à l'hypersécrétion d'aldostérone après activation du système rénine-angiotensine. L'augmentation de la pression hydrostatique capillaire par obstruction veineuse peut se voir dans l'hypertension portale et dans l'œdème aigu du poumon. L'hypertension portale est une pression élevée dans la veine porte causée le plus souvent par la cirrhose hépatique. Elle entraîne une ascite et une insuffisance hépatique associée. L'OAP, l'œdème peut être favorisé par une augmentation de la pression hydrostatique, c'est-à-dire on aura une hypertension pulmonaire postcapillaire. Soit aussi, ça peut se faire par une diminution de la pression oncotique par une hypoalbuminémie. Rarement, mais ça peut se voir par une altération du drainage lymphatique parenchymateux pulmonaire dans certaines chirurgies thoraciques lourdes. Les signes biologiques sont l'hémodilution avec diminution de l'hématocrite moins de 35%, ainsi qu'une diminution de la protidémie en deçà de 60 grammes par litre. La natrémie, elle est normale, l'osmolalité plasmatique est normale et la natriurèse, elle est inférieure à 10 millimoles le plus souvent. Le traitement de l'hyperhydratation extracellulaire se fait par une restriction des apports sodés avec un régime inférieur à 2 grammes par jour. Il faut limiter les apports hydriques jusqu'à 1 litre par jour. On peut utiliser le furosémide qui a un effet natriurétique très puissant avec des doses de 20 à 500 mg jour par voie orale. La voie intraveineuse peut être utilisée en cas d'œdème majeur ou résistant au traitement oral. L'effet synergique avec les diurétiques de l'anse, c'est l'effet des spironolactones. La spironolactone, particulièrement en cas de cirrhose, doit être utilisée. Elle évite l'hypokaliémie induite par les diurétiques de l'anse. Mais il est contre-indiqué en cas d'insuffisance rénale sévère qu'à risque d'hyperkaliémie. L'amyloride, il a un effet synergique natriurétique particulièrement important en cas de syndrome néphrotique. Il permet d'éviter l'hypokaliémie induite par les diurétiques de l'anse, mais il est contre-indiqué en cas d'insuffisance rénale sévère qu'à risque d'hyperkaliémie. Les diurétiques thiazidiques, ils ont aussi un effet synergique natriurétique, surtout particulièrement chez l'insuffisant cardiaque. On peut donc les utiliser. Et je vous remercie pour votre attention.